Et ce que je veux montrer, c'est qu'on est arrivé assez vite à se mettre d'accord sur 34 mesures qui vont assez loin quand même, hein, parce qu'on les chiffre et voilà, on ne veut pas juste dire « Ah, il faut lutter contre l'évasion fiscale ». On dit « Voilà comment il faut s'y prendre, par une taxe unitaire sur les multinationales, par une augmentation des moyens dans la DGFiP, etc. » Enfin, c'est très concret, quoi. Sur la question de l'environnement, on dit stop à toute extension de projet commercial, stop à tout projet de nouvelle infrastructure routière, stop à tout nouveau projet nucléaire. Bon, dire ça, je veux dire, y compris avec tous les syndicats qui sont autour de la table. Voilà, c'est une avancée qu'on a fait tous ensemble, je pense. Mais en même temps, je ne sais pas si vous avez lu cette interview dans Politis de Martinez et Juillard qui disent on assume nos désaccords, c'est-à-dire qu'on ne traite pas toutes les questions. Il y a des questions sur lesquelles on a encore besoin de débattre, quoi. Par exemple sur le nucléaire au hasard, quoi. Voilà. Au hasard, vraiment au hasard. Mais on l'assume, quoi. On dit voilà, on a des désaccords entre nous, on travaille, mais déjà ce qu'on a produit comme convergence, c'est déjà énorme, quoi. Voilà. Et juste pour finir sur tout ça, en fait, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est imposer aux dynamiques locales les périmètres. Donc on veut bien impulser. Nous, on a un périmètre donné au niveau national, mais je veux dire, chacun au niveau local. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être avec l'extrême droite, mais personne ne va le faire. Donc, mais tu vois, c'est très variable. Voilà, donc des fois il y a les partis politiques, des fois il n'y a pas. Et puis, l'arc de force des partis politiques est variable. Nous on ne les a pas mis, mais bon voilà, il y a plein de dynamiques locales qui les ont inclus. Des fois il y a l'UDCGT, d'autres fois non. Bon, il y a plein d'endroits où il y a l'UDCGT quand même. Voilà, et donc tout ça est variable, mais en fait on se dit que ça dépend aussi du travail local et de son avancée, et que chacun aussi le fait à sa façon. Et nous, voilà, on essaie de, je sais pas comment dire, pas de guider, mais de donner une impulsion, en tout cas, voilà. Bon, on pourra en reparler, parce que, en fait, nous, en ce moment, je pense qu'on a quand même deux préoccupations. C'est vraiment d'insuffler des dynamiques locales, et on vous en parlera, mais le plan de sortie de crise, en fait, c'est vraiment un premier jet, on va dire ça comme ça, parce qu'on a fait rapidement, hein, quand même. Et donc là on veut vraiment le mettre en débat local toute l'année pour en ressortir dans des assises nationales avec des rapporteurs locaux, des cahiers revendicatifs locaux, et qu'on aboutisse en fait à un projet de reconversion débattu au niveau local. Et c'est aussi donner une autre manière de faire, je veux dire, dans le champ politique. C'est aussi une indication sur ce que nous on souhaite dans le jour d'après, sur la manière de faire et d'inclure. C'est aussi inclure des débats locaux, ce qui remonte du niveau local, quoi, d'avoir un vrai débat démocratique. Et deuxièmement, notre préoccupation maintenant, c'est aussi qu'on soit force de, si possible, qu'on arrive à impulser des mobilisations, quoi. Des mobilisations fortes, ça c'est quand même, on s'en rend compte au niveau local, on nous renvoie surtout qu'est-ce qu'on fait, quelle est la prochaine grosse date de mobilisation, pour être clair. Donc ça aussi on pourra en parler, mais voilà, après nous on est tout nouveau, hein, faut pas. Donc c'est marrant parce que dans les universités d'été, tu vois, les débats qu'on a eus, je sais pas si ça t'a fait la même chose dans les débats. C'est souvent on nous dit en fait on attend beaucoup de plus jamais ça en général. Mais en même temps, il faut se souvenir qu'on a quelques mois, quoi. Voilà, donc on avance progressivement dans le respect aussi de chaque organisation, ce qui fait que nous, en tout cas au niveau national, ça prend du temps parce qu'on veut aussi respecter la démocratie interne de nos organisations et les débats au sein de chaque organisation, quoi. Voilà. C'est pas nouveau qu'on essaye de faire converger urgence sociale, urgence écologique. Et c'est issu notamment des mouvements des dernières années, quoi. C'est-à-dire que, par ailleurs, c'est des mouvements anti-système. Le mouvement climat, quand il dit changeons le système, pas le climat, ça veut dire qu'il y a eu aussi une avancée de la pensée anti-système et donc de changement de système, y compris dans le mouvement climat. Ça nous a aidés, hein. De la même façon que, par exemple, dans le mouvement Gilets jaunes, il y a eu petit à petit aussi des tentatives de convergence, ou en tout cas, il y a eu des... Et après, le mouvement Gilets jaunes n'est pas homogène, mais il y a eu, en tout cas, des tentatives de porter aussi la question environnementale et de pas... Voilà, y compris d'expliquer que, par exemple, la première réaction contre la hausse de la taxe sur les carburants, c'était pour protester contre une mesure qui était vue comme injuste socialement, mais que par ailleurs, il y avait plein d'autres mesures. En premier lieu, une taxe sur les multinationales les plus polluantes, rendre les transports communs hyper accessibles, relocaliser les commerces et
et les jobs à proximité, enfin voilà, qu'il y avait tout un tas de mesures apportées avant une hausse de taxes sur les carburants. Et donc tout ce travail fait voilà, autour des gilets jaunes, autour du mouvement climat, et après aussi des tentatives par exemple sur le partage du temps de travail, hein. Nous on pose la semaine de 32 heures, c'est quand même vachement intéressant de voir que la Convention citoyenne pour le climat, tranquillement, il y a un tiers des citoyens de la Convention citoyenne qui dit faudrait la semaine de 28 heures, on est has-been en fait avec notre semaine de 32 heures. Hein. Donc, comme quoi par ailleurs quand une mesure est largement discutée et qu'il y a une information dessus, bah, la semaine de 28 heures qui apparaissait comme complètement gauchiste à mort, révolutionnaire et tout ce que tu veux, il y a quand même un tiers des citoyens de la Convention citoyenne qui disent bah allez, allons-y pour la semaine de 28, pas de 32 quoi. Voilà. Donc tout ça fait, je pense que ça nous a aidés quoi. Après, il y a eu le rapport 1 million d'emplois pour le climat qu'on a porté entre syndicats et associations il y a quelques années. Enfin, voilà, il y a eu tout un tas d'initiatives qui nous ont amenés en fait à ce qu'on fait maintenant dans Plus Jamais ça. Voilà, ça part évidemment pas de rien. Et puis par ailleurs, il faut le dire aussi, je pense que, toi on en parlait récemment, c'est qu'on vient, enfin par ailleurs, si on se retrouve tous, c'est pas pour rien, c'est que les uns avec les autres, alors pas tous ensemble, mais on s'est mobilisés les uns les autres dans les mobilisations récentes. Sur le mouvement des retraites, je veux dire, on était quand même un paquet ensemble sur le mouvement des retraites. Voilà, on se retrouve dans plein de luttes de ces dernières années qui ont été assez fortes. Alors j'en arrive maintenant aux difficultés, parce que, je le disais tout à l'heure à un camarade, on a été quand même, on s'est fait couper les ailes en plein vol, quoi. Faut dire quand même ce qui est. Là, au mois de mars, on avait une dynamique très importante sur le mouvement des retraites. Il y avait le mouvement des soignants, il y avait le mouvement, alors qui a repris par ailleurs, hein, mais le mouvement des. Moi, je suis chercheuse, donc voilà, on était en plein dans la mobilisation contre la LPPR, la loi programmation de la recherche, et les féministes. On a quand même eu un 7 et 8 mars. Hyper fort, enfin voilà, on sort d'un cycle de mobilisation très fort, et en fait c'est clair que le confinement, les mesures autour de ça, etc. Enfin là on va pas discuter du bien fondé ou pas des mesures. Par contre c'est un fait que ça nous a, c'est aujourd'hui difficile, quoi. Faut se le dire. Je sais pas vous au niveau local, mais moi ce que je sens c'est quand même que c'est compliqué aujourd'hui de mobiliser les militants. Quand on n'a pas par ailleurs des dates de marche nationale, je veux dire, voilà, y compris sur le 25-26 septembre, sur tout ça, on n'a pas de marche nationale aussi parce qu'il y a la question sanitaire et que voilà, donc c'est compliqué. Donc voilà, il va falloir, et en même temps, je pense qu'on a une responsabilité énorme parce qu'on a en face le rouleau compresseur du gouvernement, on a cette stratégie du choc en face de nous. Il y a une colère énorme des gens, enfin on le sent, enfin je suis pas, voilà. Par ailleurs, on le sent dans les écoles, on le sent dans les universités, on le sent, voilà, quand. Et là, bon, enfin voilà, donc il y a la gestion, par exemple, de la crise sanitaire dans les écoles, c'est quand même tout un sketch, quoi. Pour ceux qui sont instits ou parents d'élèves, je veux dire, c'est quand même hallucinant, quoi. Donc voilà, il y a une colère qui grandit énormément. Il va y avoir des centaines de milliers de chômeurs en plus dans les mois à venir. Hein. Enfin, on le sait, des plans sociaux énormes. Et ça, autant dans les premiers mois de la crise sanitaire et de la crise du système, pardon, ça a été les emplois les plus précaires qui ont pris, autant là, ça va être des CDI, des plans sociaux, voilà, comme on connaît à Béthune avec Bridgestone. Et en plus, sur des arguments qui sont quand même... Enfin, Bridgestone, il faut voir que c'est le numéro 1 mondial du pneumatique, qui fait des milliards d'euros de bénéfices dans les dernières années, alors sauf en 2020, mais quand même qui a fait des milliards d'euros de bénéfices toutes les dernières années, qui dit clairement et tranquillement: ah ben nous, en fait, on n'a plus envie d'être dans un site où il y a des salaires trop élevés. Enfin, c'est quasiment ça, hein, puisqu'ils nous disent que c'est le moins rentable de tous les sites. D'ailleurs, c'est la dernière usine en Europe de l'Ouest qui fabrique des pneus bas de gamme pour des petites voitures. Il n'y en a plus une seule, quoi. Par contre, ils ont fait des millions d'investissements dans le site de Poznań en Pologne. Voilà, et on y est dans le monde d'après, quoi. Et donc, j'en reviens à la question de face aux plans sociaux, de la reconversion productive. Et c'est là qu'effectivement, on va avoir besoin de se battre ensemble. Notamment sur les secteurs qui vont prendre cher, c'est-à-dire les secteurs de l'automobile, les secteurs de l'aérien. Qu'est-ce qu'on dit ensemble, en fait? Est-ce qu'on se mobilise chacun de notre côté? Par exemple, le 3 octobre, ce qu'il faut faire, hein, par ailleurs, contre l'aérien, la marche sur les aéroports, mais on ne va pas y retrouver la plupart des syndicats.
Et puis de l'autre, la journée du 17 septembre où il y avait surtout les syndiqués, mais est-ce qu'à un moment donné, on est capable de se battre ensemble sur un même projet de reconversion productive? Et c'est là tout l'enjeu. Alors on va tenter sur le 25-26 septembre, on a fait un appel à mobilisation locale, en faisant le pont avec Rouen et les 1 an de Lubrizol, de la catastrophe de Lubrizol. Mais clairement, c'est pas suffisant. Il faut qu'on aille vers des appels à mobilisation beaucoup plus larges et voilà, et qu'ensemble on puisse lutter. Enfin là, les plans sociaux vont se multiplier. Enfin, quelle réponse commune on a sur l'aérien et sur l'automobile? Qu'est-ce qu'on dit ensemble? Comment on fait en sorte à la fois, mais plus largement, de s'affronter à la question de la décroissance matérielle et énergétique, parce qu'il faudra quand même s'y confronter, quoi. Aujourd'hui, oui, il y a nécessité de diminuer le transport routier, il y a nécessité de diminuer l'automobile, il y a nécessité de diminuer le transport aérien. D'ailleurs, on le dit dans le plan de sortie de crise, hein, il faut arrêter les vols courts où il y a le train qui se fait en moins de 6 heures. Voilà, on commence à avoir des réponses. Mais en positif, ce qu'on va essayer de faire là au mois de novembre, on va sortir ce rapport où on dit on peut créer X millions d'emplois dans la transition écologique et les services publics. Par ailleurs, les services publics, c'est très important, hein, étant quand même... c'est des fournisseurs d'emplois de qualité, locaux, non délocalisables, à faible empreinte énergétique pour la plupart. Bon, même si effectivement on pourrait parler de tout le matériel médical, etc. Mais toujours est-il quand même qu'il y a là des gisements d'emplois absolument nécessaires, et dans la transition écologique, le recyclage, etc. Bon, je vous fais pas un dessin, mais c'est important qu'on ait ce discours en positif, c'est-à-dire que face à la crise, nous, on n'oppose pas la décroissance matérielle et énergétique et la création d'emplois. On peut à la fois aller vers le plein emploi, ou en tout cas des emplois de qualité pour tous ceux qui en souhaitent, voilà, et en même temps la réponse à l'urgence écologique, quoi. Avec, moi je finis là-dessus, mais je pense que du côté social, on n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'on a quelques années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question d'une planète vivable pour tout le monde, elle est essentielle. C'est-à-dire que là, on est à un point, on atteint les limites physiques de la planète, et nous n'aurons pas de planète vivable pour tout le monde, et pour une grande partie de la population. Donc qu'est-ce qui se dessine demain? C'est que les plus riches pourront s'y adapter. C'est que ceux qui seront les premières victimes, c'est ceux d'ailleurs déjà les premières victimes, c'est les travailleurs précaires, c'est les populations du Sud, et notamment les plus vulnérables dans la paysannerie, etc. C'est ceux qui sont obligés de se loger dans les endroits les plus pollués, sur les sites pollués, à côté des autoroutes, en dessous des passages d'avions, etc. Et puis vous avez les riches qui pourront s'y adapter, par ailleurs en achetant du bio, etc. Non mais c'est ça, c'est pareil sur l'alimentation. Tu as une alimentation à 2 vitesses, avec le bio. Moi j'habite à Montreuil, les magasins bio ils sont tous dans le bas Montreuil, hein. Non, je vous le fais un peu caricatural. Il y a le bio pour les classes, ah oui vous me direz on peut acheter bio pas cher, etc. Mais aujourd'hui clairement le bio par exemple il est marqué socialement. Vous avez des classes sociales qui peuvent acheter, parce que pas seulement pour une question de prix, mais en tout cas clairement c'est des classes sociales plutôt privilégiées sur le plan socio-culturel qui achètent du bio et qui voilà, ne bouffent pas des pesticides, etc. Et puis vous avez voilà, tout le reste de la population qui achète de l'alimentation voilà, issue d'une agriculture de plus en plus industrielle, quoi. Donc c'est simplement pour dire qu'aujourd'hui la question écologique elle est fondamentalement sociale, et à l'inverse on peut très bien avoir une écologie de droite. On peut très bien aller vers une société où on répond à l'urgence écologique avec un modèle autoritaire, avec une explosion des inégalités, etc. Donc comment on fait pour avoir une écologie de gauche, quoi, pour le faire vite, et comment on fait pour avoir une gauche écologique? Mais c'est ça au fond qui a dans Plus jamais ça, c'est-à-dire que les uns comme les autres, les écologistes comme les mouvements sociaux et syndicaux, on peut pas se passer l'un de l'autre, quoi. Voilà. Ou en tout cas sinon la réponse elle sera extrêmement partielle et de toute façon elle ne sera pas tout à fait sociale ou pas tout à fait écologique, quoi. Dans Plus jamais ça, on fait de la politique au sens de vie de la cité. Or on n'est pas dans l'agenda électoral, c'est clair que nous on revendique l'indépendance de nos structures. On ne va pas jouer dans la recomposition électorale et de quelle personnalité va se mettre avec quelle personnalité dans les prochaines élections et en 2022, pour être clair. C'est pas notre job, voilà. Mais par contre, nous, on pense que s'il n'y a pas des mouvements sociaux très forts, s'il n'y a pas des projets radicaux, s'il n'y a pas, si on n'est pas offensif sur le plan social, de toute façon, on pourra toujours courir pour avoir une réelle gauche au pouvoir, voilà.
Et moi, je ferai juste une parenthèse, mais là, je ne parle pas pour plus jamais ça. Je vais donner l'exemple de Tsipras et de la Grèce. Et je me souviens, voilà, on a eu des débats, notamment avec les mouvements, la gauche grecque et la gauche critique de Tsipras, disant mais en fait le problème a été que Tsipras, notamment un des problèmes, c'est qu'il a aspiré il a aspiré une partie des mouvements sociaux et il nous manquait des contre-pouvoirs à un moment donné, y compris quand la gauche arrive au pouvoir et qu'elle se revendique de la gauche, il faut des mouvements sociaux puissants pour lui rappeler. C'était d'ailleurs le cas quand il y a eu le Front populaire. Hein. C'est qu'il y a eu des mouvements sociaux très puissants qu'on rappelait au gouvernement, attention, nous c'est ça qu'on demande en fait. Voilà. Et donc voilà, nous on reste là-dedans, c'est-à-dire qu'on pense que sans mouvements sociaux puissants, au sens large du terme, y compris écologiste évidemment, voilà, il n'y aura pas de réel jour d'après, et que d'ailleurs ça ne se joue pas que dans les recompositions électorales, pour être clair, quoi. Voilà. Et donc par exemple on a invité tous les partis politiques à débattre de notre plan de sortie de crise. Enfin pas tous d'ailleurs, c'est les partis qui se revendiquent de gauche et de l'écologie. Enfin en tout cas ceux qui nous ont contactés, qui nous ont dit qu'ils voulaient débattre, on a fait une réunion avec eux, on a débattu, voilà, on leur a dit voilà nous ce qu'on porte, on les a amenés à réagir publiquement, il y avait tout un tas de forces politiques. Et par ailleurs, le fait que là, on prévoit des débats locaux et des assises nationales pour porter un programme de reconversion, oui, on va faire de la politique, hein, c'est clair, voilà, pour peser dans le champ politique au sens large du terme, mais qui ne s'arrête pas aux élections par ailleurs.